on va pouvoir reprendre en effet et ben, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous parler un petit peu des étiquetages des produits alimentaires. Merci beaucoup de le faire. Merci beaucoup. Donc, on m'a demandé de parler de l'étiquetage des produits alimentaires et je vais essayer de vous donner une vue générale des questions autour de l'étiquetage nutritionnel et en particulier du Nutri-Score qui est aujourd'hui le logo officiel en face avant des emballages en France pour la partie nutritionnelle et quelques éléments autour de l'étiquetage environnemental qui fait aujourd'hui l'objet d'une expérimentation en France. Donc pourquoi est-ce qu'on fait un étiquetage des produits alimentaires? En général, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, qui est l'objectif principal d'un étiquetage, c'est l'information du consommateur, afin de lui fournir une transparence sur les caractéristiques du produit. En ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel, c'est une transparence sur la composition nutritionnelle du produit et en ce qui concerne l'étiquetage environnemental, une information sur l'impact environnemental des produits. Il y a toujours un deuxième objectif sous-jacent qui n'est pas nécessairement visible, qui est celui d'une incitation pour les producteurs à la modification des recettes. Pour ce qui est de l'étiquetage nutritionnel, c'est afin de donner une incitation à la reformulation et à l'innovation en termes de composition nutritionnelle pour avoir une offre alimentaire de meilleure qualité. Et en ce qui concerne l'information sur l'impact environnemental, c'est d'inciter à la modification des pratiques agricoles pour limiter l'impact environnemental de ces pratiques, sachant que les pratiques agricoles font partie de celles qui pèsent le plus, en particulier dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel et plus spécifiquement le Nutri-Score. Donc, celui-ci a été développé en 2014 à partir des éléments qui étaient disponibles à l'époque dans la littérature scientifique et à partir de 3 critères principaux. Le premier critère, que des logos résumés qui forment une information synthétique sur la qualité nutritionnelle des produits sont plus efficaces que des logos qui vont être nutriments spécifiques, c'est-à-dire vont fournir une information nutriment par nutriment, que celle-ci soit purement informationnelle avec un chiffre ou qu'elle soit interprétative avec des couleurs. Et l'information synthétique est d'autant plus importante que pour des populations vulnérables qui n'ont en particulier pas de connaissances en nutrition, c'est beaucoup plus facile à interpréter. Ensuite, le deuxième critère, c'est qu'un étiquetage qui est a priori visible sur la totalité des produits alimentaires est plus efficace qu'un étiquetage qui, par essence, est affiché sur une fraction des produits. Par un étiquetage qui est affiché sur une fraction des produits, on pense par exemple aux sceaux d'approbation qui sont uniquement affichés sur les produits de meilleure qualité nutritionnelle d'un rayon, ce qui fait que quand il n'est affiché que sur une partie des produits, on ne sait pas si l'absence d'information veut dire que le produit n'est pas suffisamment bon pour avoir un logo ou si le producteur n'a pas souhaité que l'information figure en face avant des produits. Et enfin, le troisième critère, c'est que des systèmes qui utilisent des couleurs, et pas n'importe quelle couleur, des couleurs qui sont sémantiques, c'est-à-dire l'échelle bien connue qui va du vert au rouge, sont plus efficaces que des systèmes purement numériques ou des systèmes monochromes. Tous ces critères ont conduit à la création du logo à 5 couleurs qui est devenu le Nutri-Score, qui est aujourd'hui mis en place en France depuis l'année 2017. Donc, à partir du moment où on présente un logo en face avant qui est synthétique, on doit s'appuyer sur ce qu'on appelle un profil nutritionnel des aliments. Et pour ce qui concerne le Nutri-Score, le profil nutritionnel qui est utilisé prend en compte 7 composantes à l'intérieur du produit, 4 composantes qui sont considérées comme défavorables à la santé, que sont l'énergie, les sucres simples, les acides gras saturés et le sodium, auxquels sont attribuées une note allant de 0 à 10, pour une somme pouvant aller jusqu'à théoriquement 40. Et des éléments favorables en ce qui concerne la composition des produits, que sont le pourcentage de fruits, légumes, légumineuses, noix et huiles végétales, fibres et protéines, auxquels sont attribués 0 à 5 points. La somme entre ces deux conduit à un score final allant de -15 théoriquement pour les produits de meilleure qualité nutritionnelle, qui en général sont plutôt des produits type légumes ou légumineuses, aux produits de moins bonne qualité nutritionnelle, en général les produits gras et salés ou gras et sucrés.
Donc, l'algorithme sous-jacent au Nutri-Score a été validé de façon extensive et en particulier, il a pu être montré dans plusieurs études de cohortes françaises ou européennes que la consommation d'aliments qui sont moins bien classés selon cet algorithme est associée à un risque augmenté de maladies non transmissibles et de mortalité. Et en particulier, maladies cardiovasculaires, cancer, syndrome métabolique et prise de poids. Et dans l'ensemble de ces cohortes, les informations étaient cohérentes. L'intérêt de cette validation prospective de l'association entre la consommation des produits moins bien classés et la santé est une étape importante en ce qui concerne la validation parce que cela permet pour nous de faire une hypothèse assez forte qui est celle que s'il y a une amélioration de la qualité nutritionnelle des régimes sur la base de cet algorithme, on peut espérer, en utilisant cet algorithme dans des mesures de santé publique, réduire le poids des maladies non transmissibles à l'intérieur euh, de, euh, de la mortalité, en tout cas de la morbidité, dans les pays développés comme en France. En ce qui concerne la mise en place du Nutri-Score, la première fois qu'il a été mentionné en 2014, il y avait une opposition totale de la part des opérateurs économiques à cette proposition. En 2017, quand le décret de mise en place du Nutri-Score a été signé en France, il y avait seulement 6 distributeurs et industriels qui avaient accepté d'adopter le système, puisqu'il s'agit d'un système volontaire, l'Europe ne nous permettant pas aujourd'hui d'imposer un système de façon obligatoire en face avant des emballages. Au fur et à mesure des années, le soutien s'est élargi et depuis 2019-2020, le Nutri-Score est devenu un standard de référence, en particulier en France, et les opérateurs qui souhaitent afficher une certaine transparence vis-à-vis du consommateur adoptent ce système, et c'est ce qui a été déclaré au moment de l'adoption par les derniers arrivants comme en 2020 comme Nestlé ou Carrefour qui ont nommément indiqué que en ce qui concerne la transparence, le Nutri-Score était le seul choix disponible pour eux. En 2021, les marques ayant adopté le Nutri-Score correspondaient à environ 57% en part de marché en volume, qui est assez important pour une mesure adoptée volontairement en moins de 5 ans. L'évolution des achats en supermarché permet de dire que le Nutri-Score a bien un effet sur les achats des consommateurs, puisqu'il y a une croissance en ce qui concerne les achats des produits qui sont classés plutôt A et B, et une décroissance pour les produits classés D ou E. Ce qui montre bien qu'il peut y avoir un impact, même s'il n'est pas nécessairement d'aussi grande amplitude qu'on pourrait le souhaiter, sur les achats des consommateurs, avec une amélioration de la qualité nutritionnelle du panier du consommateur. Aujourd'hui, le Nutri-Score n'est plus un logo uniquement français. Il y a 6 autres pays européens qui l'ont adopté et on est aujourd'hui dans le cadre d'une discussion au niveau européen, puisqu'en mai 2020, avec la publication du rapport Farm to Fork, la Commission européenne a annoncé sa volonté de mettre en place un étiquetage nutritionnel harmonisé et obligatoire pour l'ensemble des pays de l'Union. Plusieurs étapes allant vers l'adoption d'un système de ce type-là ont été mises en place, comme par exemple une publication d'un rapport scientifique du Joint Research Cancer mettant à jour, avec une expertise autour de la littérature scientifique portant sur l'efficacité de différents systèmes d'information en face avant des emballages, dont le Nutri-Score. Une étude initiale d'impact par la Commission européenne, une consultation ouverte à la Commission. Initialement, le calendrier indiquait qu'en décembre 2022, il devait y avoir une proposition par la Commission européenne de ce fameux système harmonisé et obligatoire. Aujourd'hui, les discussions se sont totalement arrêtées et on ne sait pas si cette question de la mise en place d'un étiquetage harmonisé sera à nouveau à l'agenda de la Commission européenne, les discussions étant aujourd'hui très polarisées. Pour exemple, ici, vous avez les résultats de la consultation européenne qui s'est déroulée en 2022. Il y a eu 2740 participants, principalement des citoyens européens. Ce que l'on voit ici, c'est la réponse qui a été apportée à la question: est-ce qu'un système synthétique et coloriel permettrait de modifier, d'après vous, les comportements des consommateurs, un système synthétique et coloriel correspondant à celui du Nutri-Score. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des opinions majoritairement favorables chez les associations de consommateurs, chez les universitaires et académiques et chez les citoyens, mais en revanche,
des opinions défavorables très majoritaires dans les entreprises, les industriels ou les associations liées aux industries, qui montre bien la polarisation du débat autour de cette question au niveau européen. En ce qui concerne l'extension en Europe aujourd'hui du Nutri-Score, il y a eu la mise en place d'une gouvernance transnationale du Nutri-Score avec la mise en place d'un comité de pilotage dont l'objectif est d'harmoniser les pratiques en ce qui concerne l'adoption par les industriels de ce système et un comité scientifique dont la tâche a été la mise à jour de l'algorithme sous-jacent au Nutri-Score pour s'assurer, étant donné l'extension géographique du Nutri-Score, qu'il puisse correspondre au maximum aux différentes recommandations nutritionnelles et qui puisse prendre en compte les nouveautés en ce qui concerne les relations nutrition et santé depuis son adoption. Par ailleurs, il y a tout de même un soutien des sociétés savantes et des associations de consommateurs vis-à-vis du Nutri-Score en Europe, puisqu'il s'agit réellement d'un logo pour lequel il y a un support scientifique assez important, avec plus de 100 publications à ce jour, qui valident soit l'algorithme, soit son format graphique. En ce qui concerne la mise à jour de l'algorithme du Nutri-Score, ça a été effectué par un comité scientifique indépendant en 2022 et 2023 et globalement, cela a conduit à la mise en place d'un algorithme plus strict. Les produits qui sont plus riches en sel, en gras et en sucre sont décalés vers des classifications plutôt D et E, comme par exemple pour les pizzas ou les céréales du petit déjeuner dont la classification a été en moyenne décalée vers des moins bons classements. Une meilleure discrimination des produits sur la base des nutriments à limiter, et en particulier en ce qui concerne le sel et le sucre, et des produits moins riches en fibres et en protéines qui sont décalés vers des classes moins favorables, comme par exemple les plats préparés qui ne sont pas nécessairement de bonnes sources ni de fibres ni de protéines. Quelques groupes alimentaires ciblés ont obtenu une amélioration de leur classement. Il s'agit en particulier des poissons gras, des huiles végétales qui contiennent peu d'acides gras saturés comme les huiles d'olive, de colza ou de noix qui maintenant obtiennent une classification B, les noix et les graines oléagineuses non assaisonnées ou les fromages à pâte dure très peu salés qui aujourd'hui peuvent être classés dans le C du Nutri-Score. Aujourd'hui, donc, le statut actuel du Nutri-Score, ça reste le logo nutritionnel officiel en face avant des emballages. Ça reste volontaire du fait de cette réglementation européenne. La mise au jour de l'algorithme a été validée par le comité de pilotage de la gouvernance transnationale du Nutri-Score et il y a une validation réglementaire en cours puisqu'il y a une notification à l'Europe qui doit être faite, en particulier en France, pour avoir une validation définitive réglementaire. Le nouvel algorithme devrait voir le jour en 2024 en France. Les discussions se poursuivent au niveau européen. Il y a un délai dans la prise de décision avec un environnement politique très polarisé et aujourd'hui, on est toujours en attente d'une proposition de la part de la Commission européenne et une mise à l'agenda de ce type de mesure. En ce qui concerne l'étiquetage environnemental, on n'est pas du tout au même niveau et surtout les modalités de mise en place de cet étiquetage sont très différentes puisqu'on est dans le cadre d'une expérimentation sous l'égide du ministère de la Transition écologique. Il y a un cadre général de développement de l'étiquetage qui a été proposé en 2020 avec une organisation d'un comité de pilotage, d'un comité scientifique qui qui réagit et qui propose un certain nombre de règles ou de critères d'efficacité pour cet étiquetage environnemental, qu'il s'agisse du format graphique ou de la façon dont les indicateurs doivent être réalisés. Il y a un comité de partenaires qui permet d'avoir une concertation large des différentes parties prenantes et un certain nombre de groupes transversaux qui réalisent des travaux et en particulier sur la façon de calculer l'indicateur d'impact environnemental qui pourrait être sélectionné à la fin de cette expérimentation. Donc ici, la gouvernance, il y a un comité de pilotage qui va comprendre en particulier les différents ministères qui sont en charge de cet enjeu d'étiquetage environnemental, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Agriculture, de l'Économie et des Finances, l'ADEME et
en représentation le conseil scientifique. Un conseil scientifique qui produit des avis qui sont d'ordre consultatif et qui propose un certain nombre de règles et de critères d'efficacité pour l'étiquetage d'impact environnemental. Le comité des partenaires qui suit l'avancement, qui fait remonter des interrogations de terrain, en particulier de la part des opérateurs sur les questions de calcul, d'affichage, etc. Et une équipe projet qui suit de façon opérationnelle les différents travaux et en particulier les travaux des groupes transversaux qui avancent sur les questions d'indicateurs ou de format graphique. Les enjeux de l'étiquetage environnemental, il y a un premier enjeu absolument indispensable à tenir compte, c'est la question de l'indicateur. La question aujourd'hui, par exemple, pour l'étiquetage nutritionnel, on dispose de la composition nutritionnelle détaillée pour chacun des produits alimentaires qui est sur le marché grâce à la déclaration nutritionnelle à l'arrière du paquet. En ce qui concerne l'étiquetage environnemental, on ne dispose pas de ces données-là, en tout cas pas au niveau du consommateur. On a des données génériques sur lesquelles on peut se baser par le biais, par exemple, de la base de données Agribalise, mais pour le reste, des données spécifiques ou semi-spécifiques nécessitent des travaux de la part des opérateurs économiques pour tenir compte de tout l'ensemble de la filière de production et de transformation du produit pour obtenir un indicateur qui soit vraiment spécifique de chacun des produits qui sont aujourd'hui sur le marché. Deuxième élément, c'est la question des dimensions qui doivent être prises en compte dans la question de l'impact environnemental. Aujourd'hui, le recul et les données dont on dispose le plus sont les données sur l'analyse de cycle de vie ou les gaz à effet de serre. Mais on sait bien que l'impact environnemental va comprendre des dimensions beaucoup plus larges que juste la question des gaz à effet de serre, comme par exemple des enjeux autour de la biodiversité, puisqu'on est aujourd'hui dans une crise aussi de la biodiversité, la question de la prise en compte de la toxicité et de l'écotoxicité, la pression sur les ressources et plein d'autres dimensions, la question étant de comment est-ce qu'on peut réussir de façon scientifiquement suffisamment fondée à réaliser un arbitrage et une pondération entre ces différentes dimensions à l'intérieur d'un indicateur unique. En ce qui concerne les formats, on a les questions qui se sont posées au moment de la création d'un étiquetage nutritionnel. Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'avoir un indicateur qui soit agrégé ou analytique, c'est-à-dire avec des indicateurs détaillés pour chacune des sous-dimensions qui rentreraient à l'intérieur d'un indicateur d'impact environnemental? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plutôt un étiquetage d'ordre descriptif dans la mesure où, contrairement pour l'étiquetage nutritionnel, on dispose finalement dans la population générale de peu de connaissances sur les questions des impacts environnementaux des spécifique de chacun des sous-groupes alimentaires et encore moins sur la question de l'impact individuel de chacun des produits alimentaires? Ou est-ce qu'il s'agit d'un format qui doit être prescriptif, comme pour le Nutri-Score, avec un aspect normatif allant du vert? Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir du vert et légitime d'avoir du vert dans la question de l'impact environnemental au rouge? Est-ce qu'il faut qu'il soit monochrome ou coloriel? Un certain nombre d'expérimentations ont été proposées par les opérateurs économiques, dont beaucoup se sont appuyés sur l'expérience du Nutri-Score. Ici, vous avez un certain nombre de propositions qui ont été réalisées par les opérateurs au moment de cet étiquetage et on voit bien qu'on a des formats qui sont d'ordre analytique, avec des systèmes qui sont coloriels, avec un détail sur les différents sous-scores disponibles et prescriptifs avec des couleurs allant du vert au rouge par exemple, ou des formats totalement agrégés, soit monochromes et avec uniquement un impact environnemental donné sous une forme chiffrée, ou un système très prescriptif avec un format qui ressemble énormément au Nutri-Score puisqu'il va du vert au rouge avec 5 classes, exactement comme le Nutri-Score. La question aujourd'hui est de savoir s'il est possible d'avoir un indicateur qui puisse être consensuel. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les critères d'efficacité qui ont pu être retenus pour le Nutri-Score, est-ce qu'ils s'appliquent aussi dans la question de l'impact environnemental, le contexte étant extrêmement différent aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne le calendrier, en 2020-2021, il y a eu en place des expérimentations, des retours d'expérience de la part des opérateurs et une synthèse a été opérée. En 2022-2023, aujourd'hui, nous sommes à la question de l'intégration et du développement d'indicateurs d'un point de vue consensuel. Il y a un prototype d'outil de calcul qui a été proposé avec une base de données produits qui ont été développés. Et aujourd'hui, la question aussi est celle de l'harmonisation des formats avec la convergence potentielle de différentes propositions et une proposition qui puisse être faite par le ministère de la Transition écologique.
Enfin, la question aujourd'hui, c'est celle de la combinaison d'un étiquetage environnemental et nutritionnel à l'avant du même paquet. En moyenne, on sait qu'on a un alignement général entre bénéfices nutritionnels et faible impact environnemental. Les fruits et légumes, les produits céréaliers complets ont à la fois des effets favorables sur la santé et à la fois sont de faible impact environnemental. En revanche, on a quelques discordances majeures avec des contradictions qui peuvent avoir entre ces deux dimensions. Par exemple, des produits qui sont plutôt de bonne qualité nutritionnelle mais avec un impact environnemental élevé, comme la question du poisson et la gestion des ressources halieutiques qui aujourd'hui est une question majeure dans la question environnementale, et inversement des produits qui sont de faible qualité nutritionnelle mais avec un impact environnemental extrêmement faible, comme par exemple le sucre. Donc aujourd'hui, les effets d'un étiquetage combiné sont relativement peu connus. On ne sait pas quels sont les effets dans le cas d'une discordance. Est-ce que les consommateurs auraient tendance à privilégier des produits qui sont plutôt de meilleure qualité nutritionnelle ou des produits qui sont de meilleure qualité environnementale, ou auraient tendance à considérer que si l'un ou l'autre des indicateurs sont mauvais, il vaut mieux s'abstenir de consommer? Et quel est le risque aussi de formats qui pourraient être proches graphiquement? Il y a un risque de confusion si les deux formats sont très alignés, mais comme ils sont tous les deux volontaires, on pourrait se retrouver avec l'un ou l'autre. Et autant le Nutri-Score est connu et reconnu par 95% de la population, autant aujourd'hui les questions d'impact environnemental sont très peu connues et il serait nécessaire pour un format qui serait consensuel et proposé par le ministère, il faudrait qu'il ait suffisamment de recul pour avoir une légitimité auprès des consommateurs pour être reconnu au même niveau. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur deux dimensions différentes de l'alimentation quand on concerne l'étiquetage nutritionnel et environnemental. On a une convergence globale, mais on a des points de divergence. On a une expérience de plusieurs années en ce qui concerne le format d'étiquetage nutritionnel qui est bien établi avec le Nutri-Score, mais on a des enjeux d'accompagnement du consommateur, en particulier en ce qui concerne un étiquetage environnemental, comprendre ce que c'est que l'impact environnemental, les dimensions qu'on met derrière, comment est-ce qu'on interprète les questions, et il faut explorer davantage, en particulier en recherche, les questions d'arbitrage en cas de différence entre ces différentes dimensions de l'aliment. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions dans la salle. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? Merci beaucoup pour la présentation. J'ai deux questions. La première sur l'impact environnemental. Je voulais savoir, il y a eu des réflexions autour de la réflexion sur un indicateur de déforestation importée, sachant que on sait que la consommation par exemple dans une ville, alors moi je suis élue à la ville de Lyon, donc dans la ville de Lyon, on sait que l'impact des consommations qui sont réalisées par les Lyonnaises et les Lyonnais, en gros, il faudrait 3 planètes si on consommait tous comme des petits Lyonnais et des petites Lyonnaises. Donc, et du coup, la question de l'impact de nos consommations ici et maintenant sur la déforestation à l'autre bout de la planète est un élément important pour sensibiliser à l'impact de notre alimentation justement sur la planète et sur l'ensemble des 3 santé. Donc ça, c'était ma première question, c'est est-ce que dans les scores environnementaux sont intégrés, vous avez une biodiversité, mais est-ce que du coup, dedans, on intègre les risques, en gros, de déforestation générés par tel type de consommation? Et ma deuxième question, c'était le Nutri-Score. Donc effectivement, aujourd'hui, on a un petit peu de recul et on voit son fonctionnement qui est extrêmement intéressant, je trouve. Et pour autant, il n'intègre pas aujourd'hui la question des polluants de l'alimentation, hein, donc, qui sont divers et variés. Je pense que vous les avez en tête. Comment est-ce que la gouvernance du coup des indicateurs peut aujourd'hui intégrer ces éléments-là pour les ajouter sous l'angle du coup pas seulement nutritif mais vraiment qualité
pour la santé de la personne en fait. Et on a parlé pas mal ce matin de l'alimentation transformée, voire ultra transformée. Il se trouve que ces étiquetages sont très souvent quand même aussi sur des packaging, donc pas forcément sur de l'alimentation brute, sur des produits bruts. Et ça, c'est ma troisième question, pardon, j'en rajoute une. C'est est-ce que sur le vrac, sur les légumes dans les étals, est-ce qu'il y a une réflexion pour le fait de mettre un Nutri-Score sur, je sais pas moi, à côté de l'étiquette du prix au kilo, histoire au moins de montrer en fait que systématiquement, quand on mange des produits bruts, on est quand même, enfin je le suppose, dans des Nutri-Scores beaucoup plus favorables. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions qui effectivement englobent des points assez larges. Alors, je vais pouvoir vous répondre sur les 2 dernières, probablement moins sur la première parce que si je suis nutritionniste et donc plutôt sur le versant nutritionnel, je connais beaucoup moins bien les questions d'impact environnemental. En ce qui concerne, en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la proposition qui est faite sur l'indicateur environnemental, l'idée est de prendre en compte autant que possible les différentes dimensions, dont aussi la question de la déforestation. Il y a aujourd'hui un cadre d'impact environnemental qui est le PEF, qui est consensuel au niveau européen. Et les enjeux de prise en compte de la biodiversité seraient aussi d'intégrer des questions. Quand on prend en compte la biodiversité, ça prend en compte la question de la déforestation. Donc ça, mais je ne suis pas spécialiste, donc je vous dis oui, l'idée c'est de le prendre en compte. Je ne saurais pas vous dire exactement dans les détails comment est-ce que l'indicateur il est articulé, la pondération que ça peut avoir dans les différents sous-scores, dans la mesure où il y a quand même aussi énormément de facteurs qui sont pris en compte et de dimensions. Donc là-dessus, sur la question opérationnelle de l'indicateur d'impact environnemental, je saurais moins vous répondre. Sur la question du Nutri-Score et de la prise en compte des contaminants d'une part et de l'ultra-transformation d'autre part. Alors aujourd'hui, le Nutri-Score, il se veut un outil de transparence nutritionnelle qui traduit pour le consommateur la déclaration qui est à l'arrière du paquet. Aujourd'hui, la déclaration qui est à l'arrière du paquet, elle est réglementée au niveau européen avec un certain nombre de critères dont on dispose pour chacun des produits, le reste étant inconnu. C'est-à-dire que, et donc si on veut que ça reste un outil de transformation, malheureusement, un des critères qui est un critère limitant, on est d'accord pour le Nutri-Score, mais sur lequel on souhaite s'appuyer, c'est de uniquement disposer des données qui sont à l'arrière du paquet. Donc malheureusement, les contaminants, tant qu'on ne les a pas, on ne peut pas les intégrer. Là où on pourrait potentiellement intégrer la question de l'ultra-transformation, c'est qu'on pourrait se dire qu'on pourrait utiliser les additifs, par exemple, comme étant un proxy du fait qu'un produit soit ultra-transformé. Mais on sait qu'on ne serait que partiel parce que les additifs sont une des dimensions de l'ultra-transformation, mais il y en a plein d'autres. Il y a des ingrédients qu'on ne retrouve pas. Enfin, il y a la question des ingrédients industriels, la question aussi des processus industriels, et ça, on ne les a pas nécessairement. Donc, pour l'instant, on n'est pas en mesure d'intégrer la question de l'ultra-transformation. Ce d'autant, et ça, c'est une autre question qui est une question de recherche, on espère un jour pouvoir avoir la réponse bientôt, c'est qu'on sait que la qualité nutritionnelle joue sur la santé, l'ultra-transformation joue aussi sur la santé de façon indépendante. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir la pondération entre les deux. Je ne saurais pas vous dire si c'est 50% la qualité nutritionnelle, 50% l'ultra-transformation. Et tant qu'on n'a pas d'information, c'est difficile du coup de combiner les deux systèmes à l'intérieur d'un seul indicateur, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Et enfin, votre dernière question sur les produits en vrac. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui est menée au niveau du ministère de la Santé pour élargir le Nutri-Score aux produits en vrac. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça devient absolument indispensable qu'on ait un gros Nutri-Score A en face du rayon fruits et légumes et que ça permettrait effectivement de bien rectifier le fait que les produits qui sont A ne sont pas nécessairement des produits transformés en paquets qu'on retrouve en rayon. Voilà, j'espère avoir répondu à vos 3 questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présentation et justement de cette alliance entre l'aspect environnemental et l'aspect nutritionnel. Moi, j'aurais une petite remarque et un questionnement. Le sucre issu soit de la betterave à sucre, soit de la canne à sucre, sont des ressources qui sont souvent très utilisatrices de pesticides.
non pas d'eau, mais de pesticides. Or, que ce soit dans les DOM-TOM où on a pas mal de production de sucre ou dans d'autres régions de France où on utilise aussi pas mal de pesticides, comment pouvez-vous intégrer le sucre comme ayant un caractère environnemental suffisamment restreint pour être bon d'un point de vue environnemental? Alors, c'est sûr, on n'utilise pas forcément de l'eau pour produire du sucre sous une forme ou sous une autre. Mais je pense que c'est un caractère qu'il faut vraiment introduire. C'est la notion de pesticides dans la production de certains produits. Le riz, entre autres, le sucre, entre autres. Et c'est donc une question que je me pose si vous avez intégré cette problématique. Et deuxième question, c'était à propos de la manière dont vous abordez le problème du Nutri-Score. Est-ce que vous intégrez le problème de l'emballage des produits alimentaires qui soit est capable de transporter des éléments indésirables à l'intérieur du produit, soit par l'intermédiaire des plastiques, mais même des cartons, et surtout des colorants qui sont sur le packaging. Ça, ce sont des questions compliquées. Je ne suis pas sûre que vous les ayez toutes intégrées, mais sachez que ça fait partie de nos préoccupations en tant que consommateurs. Merci. Merci beaucoup. Donc oui, je suis d'accord avec vous que... alors, je vais répondre d'abord à la deuxième et ensuite à la première question. Aujourd'hui, la question des emballages et de la migration des produits depuis les emballages jusqu'à l'intérieur du produit alimentaire, ça fait l'objet de recherches. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le recul nécessaire pour être capable d'identifier spécifiquement pour chacun des produits, chaque type d'emballage, l'impact qu'il peut avoir d'un point de vue santé. Aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour l'intégrer de façon suffisamment étayée d'un point de vue scientifique, pour l'intégrer à l'intérieur du calcul, sachant que derrière se pose la question de, encore une fois, la pondération des risques sur la santé des différentes dimensions. Et tant qu'on n'a pas le recul et qu'on n'est pas en mesure de le quantifier ou du moins de l'estimer suffisamment finement et avec suffisamment d'étayage, ça va être difficile de l'intégrer à l'intérieur de politiques publiques. Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, quand on parle de politique publique, il faut bien se poser la question en particulier quand on parle de pesticides ou quand on parle de produits type qui pourraient être toxiques sur l'emballage, la question est quel type de réponse est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'il s'agit d'informer le consommateur du fait qu'il y a un risque? Pour ce qui concerne, par exemple, la qualité nutritionnelle, ce sont des valeurs, entre guillemets, intrinsèques. On ne va pas pouvoir retirer les matières grasses de l'huile, par exemple. Et donc là, il s'agit de faire de l'information. Si en revanche, on identifie un produit pour lequel il y a un risque d'un point de vue gestion des risques, dans ce cas, la question, c'est de retirer le produit en question de la chaîne alimentaire. Il ne s'agit pas... Donc là, la question, c'est quelle est la réponse adaptée en fonction du risque qu'on observe. Et j'aurais tendance à vous répondre que si on observe et qu'on identifie un risque spécifique du fait d'un certain nombre de contenants, eh ben, on retire les composés qui sont potentiellement un risque pour la santé. Et pour répondre à votre première question sur l'enjeu des pesticides et de l'environnement, aujourd'hui, comme je vous le disais, la plupart des recherches et celles pour lesquelles on a le plus de recul et le plus de quantification et d'estimation qui ont été réalisées, c'est vraiment autour de l'impact en termes de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, le sucre reste un produit végétal et quand on compare les produits végétaux et les produits animaux, quoi qu'il arrive, on a quand même une très grosse distance en ce qui concerne l'impact environnemental. C'est pour cette raison qu'on peut dire que le sucre est de relativement faible impact environnemental en ce qui concerne l'émission de gaz à effet de serre par rapport à des produits animaux. En ce qui concerne le questionnement que vous avez, qui est effectivement tout à fait légitime, de l'usage des pesticides, c'est la question de l'intégration d'une dimension qui est celle de l'écotoxicité et de la toxicité, qui fait partie des indicateurs qui doivent être intégrés à l'intérieur de l'indicateur commun d'impact environnemental. Encore une fois, l'enjeu étant la juste pondération entre ces éléments et des éléments scientifiques dont on pourrait disposer pour réaliser cette pondération de façon suffisamment scientifiquement étayée. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante, si vous voulez bien. On a une présentation à double voix.
Donc, Madame Aboudiwan et Madame Korsikoé. Donc, on m'a toujours appris qu'il faut combler le vide. Alors, donc, on va se présenter en attendant que l'ordinateur se fasse. Donc, moi, je suis Afida Korsikoé. Donc, nous venons dans le laboratoire Peritox, donc à Amiens, donc Université Picardie-Jules Verne. Et nos thématiques de recherche, notre laboratoire s'intéresse en fait aux polluants environnementaux sur des populations sensibles, telles que les femmes enceintes et les enfants. Et particulièrement, nous intéressons donc soit aux polluants toxiques, qui soient chimiques, tels que les pesticides, ou physiques, tels que les champs électromagnétiques. Et donc, nous intéressons, nous, aujourd'hui, on va vous présenter une partie qui s'intéresse au microbiote digestif. Quelles sont les répercussions et les conséquences à travers les résidus d'alimentation, justement, qui fait l'objet de cette présentation aujourd'hui. Je te laisse peut-être en attendant. Bonjour à tous, je suis doctorante en 3e année de thèse et donc sous l'encadrement de Madame Afida. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du lien entre les résidus de pesticides et notre microbiote intestinal. Et surtout, on va aussi profiter de cette journée. D'abord, je tiens aussi à remercier surtout les organisateurs pour votre invitation. Et on va essayer en tant que chercheur d'apporter une petite pierre à l'édifice donc concernant nos travaux, concernant donc la journée aujourd'hui qui est consacrée à l'alimentation et santé en particulier. Donc, jusqu'à présent, en fait, historiquement, nous sommes donc exposés à différents facteurs qui soient comportementaux ou alimentaires, tels que le tabagisme, donc tout ce qui est tabagisme, consommation d'alcool ou la sédentarisation. Et encore, ce matin, on a parlé donc de tout ce qui est mauvaise alimentation, donc à travers l'alimentation ultra transformée ou pas. Et surtout, aujourd'hui, il y a un nouveau contaminants environnementaux qui émergent, surtout donc les résidus de pesticides à travers l'alimentation et surtout quand ils impactent à différents stades précoces, ce qu'on appelle les fenêtres de vulnérabilité. Et on sait aujourd'hui, ce n'est plus la dose qui fait le poison, le paradigme a changé, c'est la période, ce qu'on appelle la fenêtre de vulnérabilité, la grossesse par exemple, ou les maturités de l'enfant. Ceci donc nous oriente en fait vers donc une nouvelle, comment dirais-je, une précaution en fait, une mise en place en fait de nouveaux, plans nationaux ou internationaux tels que Ecophyto 2018 qui nous visent à diminuer 50% justement de l'utilisation de ces pesticides par exemple. Alors, l'utilisation des pesticides qui remonte donc au 19e siècle, a été la solution salvatrice à l'augmentation de la population, donc afin d'augmenter les rendements de l'agriculture. Et actuellement, nous trouvons plus de 1000 substances chimiques et de 150 familles chimiques de pesticides qui sont utilisées donc comme usage agricole, domestique et même vétérinaire. Alors, il est vrai que ces substances-là, on les utilise pour protéger les plantes, par exemple des parasites, mais on s'est rendu compte que ces substances-là sont nuisibles à la santé de l'être humain. D'où donc la nécessité de contrôler l'utilisation et donc de notre exposition quotidienne, que ce soit dans l'eau, mais surtout dans les produits alimentaires. Donc, il existe des études qui s'intéressent aux résidus de pesticides présents dans notre régime alimentaire, donc dans notre alimentation, selon notre régime alimentaire. Et là, donc, je cite cette étude qui nous montre la présence de plusieurs résidus de pesticides et en particulier le chlorpyrifos, donc qui est un insecticide organophosphoré, qui est donc l'objet de notre étude au sein du laboratoire Peritox. Alors, Afida, peux-tu me dire pourquoi, quand on parle de contaminants alimentaires dans l'alimentation, on s'intéresse aussi au microbiote intestinal ? En effet, Maria, l'exposition quotidienne, chronique à petite dose, en fait, via l'alimentation, nous concerne tous, vous comme moi, en tant que consommateurs. Tout à l'heure, on a mangé. Et ben, c'est ça qui nous intéresse parce que le premier organe qui est en contact avec ces aliments, avec ces résidus de pesticides, c'est notre tube digestif. Et on sait très bien que ce tube digestif, il va cohabiter un écosystème microbien qu'on appellera le microbiote. Maria, peux-tu nous dire un peu plus sur ce microbiote, justement ? Alors, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent notre tractus digestif. En majorité, les bactéries qui le colonisent de façon hétérogène en fonction
de la présence de dioxygène, donc leur accès au dioxygène, mais surtout aux nutriments et le pH. Et Afida, donc peux-tu nous dire nous parler des différents rôles du microbiote intestinal? En effet, Maria, de par d'abord sa présence et son activité fermentaire, ce microbiote se trouve à l'interface de nombreux processus physiologiques de l'hôte, comme par exemple, il va être impliqué dans le développement de la muqueuse intestinale, mais pas que, dans la maturation et la modulation du système immunitaire. C'est lui qui est notre gardien, qui nous protège en fait contre les agents pathogènes, ou encore il va participer à l'activité donc la synthèse des vitamines par exemple, ou encore le métabolisme des xénobiotiques, ou encore l'accumulation des stockages d'énergie. Et de plus, vous savez que ce microbiote est un organe de part entière. Maintenant, on parle de deuxième cerveau, et justement, nos bactéries sont capables maintenant de dialoguer de notre intestin vers le premier cerveau, et on parle en fait de l'axe intestin-cerveau au brain axis. Maria, peux-tu nous dire quels sont les facteurs qui vont justement influencer ce microbiote? Alors, parmi les facteurs qui influencent notre microbiote sont justement les résidus de pesticides. Donc, au sein du laboratoire, nous avons montré, toutes nos études ont montré que les pesticides, et en particulier le chlorpyrifos, perturbent l'environnement microbien intestinal en augmentant donc les bactéries appartenant à la flore pathogène au détriment des bactéries appartenant à la flore bénéfique. Et donc, ce déséquilibre, on l'appelle dysbiose intestinale. Et la survenue de dysbiose intestinale chronique donc, peut être impliquée dans la survenue de maladies chroniques au niveau de l'intestin, comme par exemple les MICI, ou même des maladies métaboliques comme l'obésité, dont on a parlé aujourd'hui, mais aussi le diabète. Mais heureusement, Maria, heureusement qu'on a des stratégies dites thérapeutiques, soit via ce qu'on appelle des stratégies nutritionnelles, que ce soit la proposition des probiotiques ou des prébiotiques. Et si on associe les deux, elles ont des effets bénéfiques qu'on appelle les symbiotiques. Mais également une autre stratégie qui est, on l'utilise de plus en plus, c'est la transplantation fécale. Alors, justement, aujourd'hui, nous allons donc vous faire un petit focus sur différents projets qu'on a menés au sein du laboratoire Peritox qui focalisent sur l'impact d'une exposition chronique à un pesticide qu'on appellera le chlorpyrifos, qu'on dira CPF par abréviation, en association ou non à un prébiotique qu'on appellera l'élunil. Alors donc, Afida, on va répondre aux questions suivantes. Donc, les pesticides peuvent-ils moduler le microbiote intestinal et est-ce que cette modulation pourrait être liée à un dysfonctionnement du métabolisme? Et on va pouvoir répondre, est-ce qu'on peut prévenir ces effets via le prébiotique? Alors, pour pouvoir répondre à ces trois objectifs, nous avons mis au laboratoire deux modèles complémentaires, à la fois donc chez l'in vivo, en mimant une rate gestante, l'exposition aux pesticides à une rate gestance, et un intestin artificiel qui va aussi mimer de l'estomac jusqu'au côlon pour pouvoir exposer à la fois sur le volant in vitro et in vivo, soit au chlorpyrifos seul, soit en association à un prébiotique. Et voici le modèle animal, le modèle expérimentation animale. Comme vous pouvez le voir, on va être le plus près d'une femme enceinte durant la grossesse, dès la conception. Donc, on va suivre l'exposition aux pesticides ou aux prébiotiques durant la gestation, lactation, pour mimer l'exposition in utero de la maman ou l'exposition du nouveau-né durant la lactation. Puis, une fois qu'on a exposé les mères, une fois que les petits sont nés, une fois qu'il y a eu le sevrage, c'est-à-dire le moment où le bébé se sépare de sa mère, où l'enfant va aller subir sa propre exposition, à travers aussi les résidus de pesticides qu'il va avoir, et ben on va suivre aussi les conséquences au niveau de l'enfant aussi. Qu'en est-il, Maria, au niveau de le modèle in vitro? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ce modèle in vitro, donc c'est un modèle qui est le simulateur de l'écosystème microbien intestinal humain. C'est un modèle qui est complexe, mais je vais juste l'expliquer en grandes lignes. En fait, ce modèle-là est composé de 6 fermenteurs qui chacun mime un organe de notre tractus digestif, donc comme l'a dit Afida, allant de l'estomac jusqu'au côlon descendant. La mise en route de ce modèle nécessite un inoculum de fesses humaines. Et aussi,
une stabilisation de 15 jours de notre microflore. Une fois donc la microflore est stabilisée, on peut commencer l'exposition aux pesticides ou bien aux prébiotiques durant 15 jours pour étudier l'effet à court terme et on peut aller jusqu'à 30 jours pour étudier l'effet à long terme. Justement, c'est une fois qu'on a utilisé ces deux modèles, on peut mesurer différents paramètres, soit suite à l'exposition du pesticide seul, soit en complément avec la supplémentation en linuline, et différents paramètres ont été mesurés, tels que le microbiote intestinal, la translocation bactérienne, l'activité fermentaire, les métabolismes, la maturation du tract digestif ou encore la fonction barrière. Voici quelques résultats phares concernant donc l'impact de ces pesticides au niveau du CHAM in vitro. Si vous regardez donc à gauche, vous voyez que si on expose notre intestin uniquement au CPF, aux pesticides, eh ben celui-ci modifie la composition du microbiote et entraîne donc un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire une augmentation des bactéries potentiellement pathogènes au détriment des bénéfiques. Par contre, lorsqu'on expose à un prébiotique, et on a des effets bénéfiques du prébiotique. Et lorsqu'on dit, après tout, est-ce qu'on peut contrecarrer ces effets de pesticides en proposant des prébiotiques? Quand on fait la coexposition des deux, eh ben en fait, on voit que l'inuline permet de conserver l'homéostasie donc bactérienne. Quant à l'expérimentation animale, je vous ai pris un résultat à J21 lorsque le raton est en sevrage et d'où l'intestin est immature. Et pour voir les répercussions, lorsqu'on expose le groupe ayant reçu des pesticides, on voit qu'il y a une dysbiose. Et cette dysbiose ne s'arrête pas qu'au déséquilibre du microbiote, elle va entraîner une désorganisation de la perméabilité intestinale et suivie d'une translocation bactérienne accrue vers les organes internes stériles. Donc, et lorsqu'on expose cette fois-ci les animaux qui ont reçu uniquement un prébiotique, on voit que l'effet des pesticides est contrecarré. Donc, on montre bien que l'effet du CPF est mauvais, alors que le prébiotique rétablit en fait ces effets néfastes et ensuite il a aussi un effet butyrogène via les métabolites bactériens. Quand on regarde maintenant les résultats sur le plan phénotypique et métabolique, vous avez ici la courbe au niveau des poids de la naissance et en abscisse, vous avez les différents contrôles sans pesticides et avec la dose de 1 et de 3,5. On voit qu'il y a une augmentation du poids à la naissance avec la dose faible, alors que si vous regardez la petite photo, vous avez un petit raton qui est tout petit au milieu. C'est parce que celui-ci a reçu une dose forte à 5 mg par kilo et par jour. Et cette fois-ci, on a une diminution du poids qui va se traduire plus tard par un retard intra-utérin et vers un syndrome métabolique qu'on verra par la suite. Et lorsqu'on reçoit les animaux qui ont reçu l'inuline, celle-ci, donc on a un effet modulateur de l'inuline qui contrecarre les effets néfastes. Qu'en est-il maintenant à l'âge d'un adulte? Eh ben, on voit les paramètres métaboliques du glucose sont perturbés puisqu'on a une augmentation de la glycémie, de l'insulinémie, de même pour les métabolismes lipidiques puisqu'on a une augmentation de la triglycéride. Et tous ces paramètres-là nous orientent vers un syndrome métabolique, c'est-à-dire soit l'obésité, soit un diabète de type 2. Et l'inuline, on voit bien qu'elle rétablit tous ces paramètres-là. Alors Maria, jusqu'à présent, on a montré que finalement les résidus alimentaires perturbent le microbiote avec une dysbiose intestinale, une translocation bactérienne. Mais ces métabolites bactériens qui ont franchi la barrière intestinale, est-ce qu'il y a des conséquences au niveau du cerveau? Tu peux nous en dire plus? Effectivement, Afida. En effet, quand on parle du microbiote intestinal, on ne peut pas parler en tant qu'organe isolé. Le microbiote intestinal est en continu, en communication physiologique et bidirectionnelle avec le cerveau. Et cette communication, on l'appelle l'axe microbiote intestin-cerveau, qui est non seulement composé du microbiote intestinal, mais aussi de la barrière intestinale, qui est composée de cellules épithéliales et d'une couche de mucus qui empêche le passage de ces micro-organismes. Et elle va communiquer avec la barrière hémato-encéphalique, qui, elle, c'est une barrière qui protège le cerveau et assure l'arrivée des nutriments et du dioxygène, et qui est, elle, contrairement à la barrière intestinale, composée de cellules endothéliales, et elle est localisée au niveau des microvaisseaux cérébraux. Alors, nos études donc in vivo ont montré que l'exposition de la rate gestante est là, c'est une étude qui uniquement la rate gestante est exposée, sans la descendance. Donc, contrairement à ce que Afida les résultats qu'elle vient de montrer.
Et donc ici, c'était pour observer l'effet indirect chez la descendance. Et donc, on a trouvé donc les mêmes résultats après l'exposition au chlorpyrifos, c'est qu'on a observé une dysbiose intestinale, non seulement sur la rate gestante, mais aussi sur la descendance. Et donc, qui a mené à une translocation bactérienne. Et on a dit, OK, allons voir les conséquences sur les organes distaux, et en plus particulier, donc la barrière hémato-encéphalique. Et nous avons trouvé que les conséquences sur la barrière, c'est une perturbation des jonctions serrées au niveau de cette barrière chez les deux, la rate gestante et la descendance. Et quand on a analysé les groupes qui sont supplémentés en inuline, nous avons trouvé un effet bénéfique, non seulement au niveau du microbiote, mais aussi un ajustement au niveau de profil de l'expression de ces jonctions. Alors, Maria, est-ce qu'on est capable de décrypter finalement les mécanismes cellulaires et moléculaires in vivo? Alors, on peut, donc c'est faisable de déterminer donc ces mécanismes-là, mais ça reste un peu compliqué de les étudier in vivo. Et la mise en place d'un protocole qui mime l'axe intestin-cerveau reste un défi majeur. Donc, nous avons essayé de mettre en place une étude mécanistique in vitro qui, maintenant, le chyme n'est pas seul, donc l'intestin artificiel, mais il est combiné à deux modèles de barrières. Donc la barrière intestinale qui est composée donc des cellules KCO2 épithéliales et le modèle de BHE qui est un modèle de co-culture de cellules endothéliales et de péricytes cérébraux. Alors, notre but, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche une translocation bactérienne après une dysbiose intestinale et donc de pouvoir mesurer si la perméabilité des barrières est atteinte. Donc, les résultats du chyme ont montré donc une dysbiose, donc comme on vient de dire, mais quand on a regardé au niveau de la barrière intestinale, on a trouvé une translocation bactérienne, mais celle-ci, on ne l'a pas observée au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est vrai qu'in vivo, on a vu qu'il y a des conséquences sur la BHE, mais si ce n'est pas à travers une translocation de bactéries, quelle serait la raison? Peut-être un passage de métabolites bactériens, et c'est là, donc ça va être la poursuite de ce projet, et donc on va doser les métabolites bactériens au niveau de tous ces modèles-là pour essayer de comprendre les mécanismes à la base de cette translocation. Alors, en résumé, Maria, a-t-on répondu aux trois objectifs? Le premier, est-ce que les pesticides impactent-ils notre microbiote? Alors oui, Afida, l'ensemble des études faites a montré donc que le microbiote intestinal est perturbé par l'exposition aux pesticides et surtout ceci se traduit par une augmentation des bactéries potentiellement pathogènes. Alors, et peux-tu me dire, est-ce que la supplémentation en prébiotiques pourrait rétablir ce déséquilibre? Oui, Maria, nos études in vivo et in vitro ont montré lorsqu'on expose à faible dose avec des pesticides d'effet chronique, on entraîne une augmentation de potentiellement pathogènes des bactéries et une diminution surtout des flores bénéfiques. Et lorsque cette fois-ci on les supplémente en inuline, celle-ci prévient. Et lorsqu'on fait une coexposition des deux, eh ben, on maintient en tout cas une homéostasie, un équilibre, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des bactéries potentiellement pathogènes et ça permet la croissance des bonnes bactéries. Maria, est-ce qu'on a répondu aussi, est-ce que les pesticides perturbent le métabolisme et est-ce que ça peut être corrigé par les prébiotiques? Alors, donc, oui, donc l'exposition aux pesticides, surtout pendant une période précoce, donc quand on est dans une période périnatale, comme la femme enceinte et le nouveau-né, ceci donc entraîne à l'âge adulte la survenue de paramètres donc métaboliques qui sont perturbés parce qu'il y a augmentation de la glycémie et de l'insulinémie, mais aussi donc la perturbation du microbiote, mais avec donc le prébiotique, nous pouvons atténuer ces effets-là des pesticides. En conclusion, nous pourrons dire en tête, en tout cas, l'originalité de nos travaux. Donc, on a fait des expositions chroniques à faible dose dès la conception, tout ça pour mimer
le plus proche possible de la réalité avec 2 modèles complémentaires qui peuvent nous donner des résultats pour répondre justement à toutes nos interrogations, à la fois sur l'impact des pesticides, avec une stratégie nutritionnelle via les prébiotiques. Et ceci, en tout cas, notre petite pierre à l'édifice, c'est qu'on espère aller aider dans l'utilisation raisonnable des produits phytosanitaires d'une part, et surtout informer, sensibiliser, vous comme nous, en tant que consommateurs, surtout, sur la teneur en résidus de pesticides à travers notre alimentation. Et Maria, peux-tu nous rajouter autre chose peut-être? Alors heureusement que ces teneurs, il existe des réglementations et des limitations de ces teneurs en résidus de pesticides dans notre alimentation. Et maintenant, ce qui reste à faire de notre part, c'est essayer de préserver la santé de notre microbiote par une alimentation riche en fibres alimentaires, qu'est les prébiotiques, et donc pour diminuer l'effet de ces résidus de pesticides. Alors, Afida, je te remercie pour ton accompagnement durant ma thèse. Et aussi, je remercie donc ma deuxième directrice de thèse, qui est Pietra Candela, au sein du laboratoire de la barrière hémato-encéphalique. Moi, je te retourne le compliment, Maria, parce qu'un chercheur n'est jamais seul. Et moi, je voudrais aussi, à travers toi, remercier toutes les autres doctorantes qui ont participé aux différents projets. Et c'est grâce à nos étudiants, à nos doctorants et à cette équipe-là on peut ramener nos petites pierres à l'édifice, tel qu'aujourd'hui, par exemple. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci. Et on tient à vous remercier tous. Quelqu'un, je pense que c'est Madame la directrice, qui a dit que nous sommes ce que nous mangeons. Eh bien, nous, on vous dit, prenez bien soin de votre microbiote. Et il vous le rendra. Merci. Quelqu'un a une question à poser ? Oui, je me posais une question. Il y a des articles récents qui sont sortis sur le rôle inflammatoire de l'inuline au niveau de l'intestin et donc sur justement le développement de maladies intestinales. Est-ce que c'est un bon choix de prendre ce type de prébiotique dans votre étude? Est-ce que vous vous êtes posé la question à la lueur de ces publications? Oui, je peux me permettre de répondre. Alors, effectivement, au début, moi, j'ai commencé à travailler d'abord sur les pesticides parce que c'était la problématique. J'ai fait un projet Pestidige que vous avez vu. On a montré qu'il y avait des conséquences sur les pesticides. Et comme j'appartiens à une région Hauts-de-France qui est la Picardie, qui est très utilisatrice à la fois des pesticides, c'est pour ça qu'on a travaillé sur le chlorpyrifos parce qu'il est très utilisé en Picardie. Et j'ai demandé aussi à la région, puisque maintenant, je vous ai apporté la preuve que ces pesticides étaient donc néfastes, parce qu'autrefois, en 2010, on nous disait de réduire d'ici 50% en 2018. Maintenant, on nous demande de le réduire en 2025. Et donc, j'ai apporté la preuve que les pesticides avaient des effets néfastes. Et donc, je proposais une stratégie nutritionnelle. Et vous savez que le prébiotique linuline, c'est extrait de la racine de Sécoré. Et bien sûr, la région Picardie aussi utilisatrice de la racine de Sécoré. Et donc, j'ai utilisé le prébiotique linuline. Bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas, bien qu'on dit il y a des effets positifs sur les prébiotiques, mais il faut aussi l'utiliser à bon escient. Il y a des doses à ne pas dépasser aussi. Et donc, normalement, la dose effet bénéfique, c'est entre 5 grammes et 15 grammes. Et au-delà, ça crée des effets néfastes. Donc, c'est pour ça que nous, on a travaillé sur 10 grammes. Toute l'exposition des pesticides qu'on a fait sur les linulines qu'on a prélevées, c'est 10 grammes. L'idéal, c'est 10 grammes. Et chez l'humain, il ne faut pas dépasser 15 grammes, ça a fait des effets néfastes contre-garés, et en particulier lorsqu'il y a une inflammation chronique, parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu, d'où l'importance de bien étudier la concentration qu'on va utiliser pour le prébiotique. Tout, que ce soit probiotique ou probiotique, le probiotique c'est pareil, c'est le choix de la dose, c'est le choix de l'espèce de bactéries et la quantité de probiotiques. Toute une question d'équilibre. Nous, en tant que microbiologistes, on parle beaucoup d'équilibre ou le biose, de la dysbiose, comme vous l'avez vu au niveau du microbiote. Donc c'est pareil aussi pour le prébiotique, la proposition qu'on peut. Bien sûr, c'est bien d'utiliser des prébiotiques, bien à bon escient, avec la bonne dose. Et surtout, adapter à la pathologie de la personne, bien sûr. Merci, madame. Merci pour votre question. Tu voudrais rajouter? Vas-y, je t'en prie. J'aimerais juste rajouter que si vous aimeriez lire donc les articles qui illustrent les résultats que nous avons dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est en fait, vous pouvez regarder les articles de ma collègue doctorante qui a publié donc en 2021-2022, donc c'est Jekun et al. Donc elle a publié sur le microbiote et l'inuline. Et là, bientôt, nous allons publier ensemble donc l'article qui va combiner les deux, le microbiote et la BHE.
Et justement, on avait choisi, parce qu'on a exposé les rats, c'est le modèle de Maria qu'elle voit exploser, c'était l'exposition directe d'abord des mères, à la fois aux pesticides. On a même associé à un régime obésogène, donc ce matin, on se répète, parce qu'il y a l'obésité aussi qui est impliquée. Et quand on voit la coexposition du pesticide et du régime high fat diet, ça potentialise les risques négatifs. Et quand on associe à ces deux paramètres, l'inuline, elle rétablit cet équilibre. Et elle le rétablit à la fois chez la mère, on peut deviner que c'est la maman qui est exposée durant sa grossesse, elle a un effet direct chez la mère qui est important. Et on a remarqué aussi l'effet indirect, comme elle avait dit Maria, sur la descendance. Donc ça perdure aussi, il y a un effet transgénérationnel, que ce soit négatif via les pesticides et high fat diet, le régime obésogène, mais c'est aussi un effet bénéfique, elle rétablit chez la descendance mâle et femelle. Et ça, on l'a montré aussi dans l'article de mon autre étudiante, Nariman Djekoun, 2021-2022, il y a même 2 fois 2022 d'ailleurs. Merci Maria d'avoir précisé. Oui, bonjour, merci pour votre présentation, très intéressante. Je voulais savoir de quelles données vous partez pour définir la dose de pesticides à appliquer, de manière à ce que ça corresponde à une réalité de terrain, voilà, qui serait notre exposition quotidienne. Alors, donc, les études ont commencé en partant de 1 mg, surtout pour le chlorpyrifos, donc c'est 1 mg par kilogramme de poids. Pourquoi? Parce que, en fait, ça, c'est donc la NOAEL chez le rat. Et aussi, il y a des études de l'ANSES qui montrent que notre exposition quotidienne, donc en tant que population française, c'est de 1 mg par jour. Et donc, c'est pour cela qu'on est parti sur cette dose dès les premières études. Et là, nous sommes en train de continuer avec la même dose. Et là, nous avons lancé donc aussi un cocktail de pesticides et nous avons maintenu cette dose pour le chlorpyrifos. Alors, pour le rat, oui, c'est 1 mg par kilogramme. Mais par contre, pour le chyme, donc pour l'intestin artificiel, nous exposons seulement 1 mg par jour. 1 mg. C'est pas par kilo. Par contre, c'est aussi, on est parti, effectivement, en 2010, on a commencé à travailler sur le chlorpyrifos. Il n'y avait pas de données. Toutes les données étaient plutôt reprotoxiques, neurotoxiques et peu données au niveau digestif, justement à l'alimentation, on n'avait rien. Les premières études, elles étaient seulement sur des cellules CACO2, nous étions les premiers. C'est vrai que c'est en même temps passionnant pour un chercheur parce qu'il y a des challenges, mais on bien aussi avoir en discussion, d'échanger nos résultats. Et c'est maintenant nos résultats qui servent de référence, et tant mieux parce qu'on n'avait rien du tout. Et quand je me suis intéressée au chlorpyrifos, la dose, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la forte dose. On a utilisé plusieurs doses. Pour ne rien vous cacher, on avait fait 1 mg, 3,5 et 5. Et 5 mg, c'est la dose neurotoxique qui va inhiber l'acétylcholinéstérase. Et donc, c'est pour ça que 1 mg, c'est la dose, on va dire, qui est chronique et faible, mais faible, qui correspond. Bien sûr, chez l'animal, c'est 100 fois plus important. C'est pour ça qu'on dit que c'est 1 mg par kilo et par jour. Donc, il faut le ramener aussi à l'échelle humaine par rapport à ça. Voilà, mais c'est surtout l'accumulation. L'accumulation, l'effet chronique à petite dose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Parce que c'est ça qui est délétère, en fait, l'effet cumulatif. Et n'oublions pas non plus que là, on a utilisé un seul pesticide. Mais en réalité, on est exposé à une multitude de pesticides. Ce que Maria a oublié de vous dire, mais elle ne vous l'a pas dit, actuellement, on est en train d'exposer une femme enceinte. On a mimé en fait notre intestin artificiel à partir de fesses de femmes enceintes et on l'expose à un cocktail de pesticides. Et on va voir les répercussions en comparant des femmes normales en âge de reprocréer. Et maintenant, on va aussi attaquer donc le chyme, l'intestin artificiel chez des femmes enceintes pour voir les répercussions chez une population sensible, telle que les femmes enceintes. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va passer à la présentation suivante de Chris Murray qui est en ligne. Yeah, so firstly, thank you very much for the invitation to be part of the meeting today. It's been a really nice schedule this morning. I've learned a lot, although I must admit my French is so bad that I'm not following most of the French talk, so I do apologize for that. I do apologize for presenting my talk in English as well. I was asked by the organising committee to talk about food waste, health, climate and biodiversity, so I'm going to do that. And by way of introduction, my name is Chris Murray. I'm a Professor for Environmental Change and Health at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, but based at the MRC unit in the Gambia in West Africa, which is where I'm coming to you from right now. Oops. Oh, yeah, here we go.
hopefully that's advancing on your side as well. So I just wanted to sort of maybe wind things back a little bit and introduce maybe an area that hasn't been so well represented in this meeting and talk about ecosystem services as the basis for my presentation. And just to sort of introduce what makes up an ecosystem, we have all of these different components of life, from organisms to populations to species to communities, and together they form the ecosystems we are familiar with. And all of the things that occur in these ecosystems, all the interactions, all of the functions, and all of the things that they produce feed into this concept of ecosystem services. I'm having a bit of trouble with my slides not advancing. Let me just try and do it. Here we go. So ecosystem services are produced by functions and natural stocks. It's a form of capital, and it's stocks of materials or information, sometimes flows of services that benefit ourselves. And we've become quite adept at harvesting ecosystem services for our own benefit. They underpin much of our well-being, much of our health, our livelihoods, our survival. And this is a schematic from the Millennium Ecosystem Assessment, which shows that food provision and food production is one of the major ecosystem services that we exploit, and that this benefits so many different areas of our life. And in many ways, we've become ecosystem engineers in order to maximize our harvest of these ecosystem services. Some of them are traded within markets, others are not. Most of them are not, of the ecosystem services. Most of them are not properly evaluated. Most of them are not sort of evaluated to the extent that we know really how much they're worth. But we do know that those that are traded are often not traded at the full value. There's a lot of missing information from ecosystem services quantification. And the negative externalities, of course, are ignored in these in most of the traded market. And of course, that's by far and away the largest contribution that we have from ecosystem services is stuff that we get for free that we don't price into pretty much most of what we do that underpins the global market. Another related concept is the concept of natural capital. It's basically the value of the ecosystem, goods and services, and it's the basis, or some models have it as the basis underpinning all forms of other capital, and that includes human capital, built capital, and social capital. And together, the interaction of these different forms of capital are really what maintains human health and well-being. And natural capital assets often, or in fact typically, require some form of management coming from other areas of capital to generate the ecosystem goods and services that we rely on, and that includes production. So there has been lots of work on ecosystem services, and this is perhaps a little bit introductory for some of you, but I just wanted to point out this major study that was done by Robert Costanza and colleagues, firstly back in 2007, published in Nature, and what they did was look at all of the different services and that nature provides to people for free and catalogued it up. You can see the spreadsheet that they've used here by way of quantification. It's pretty much an accounting exercise trying to estimate how the different functions of nature, how much they're worth. And the key take-home message here from this activity, I should say, there were two studies, one in 2007 and another one about 7 or 8 years later, is that the total ecosystem services that were estimated at that time amount to around about 145 trillion US dollars in 2007 dollars. Now, that is around about 2 times the global GDP, which is about 70 trillion per annum in 2007 US dollars. And because they were able to do this exercise in 2 different time points, they were also able to factor in the loss of some of these services due to environmental change, and that loss amounted to around about 20.2 trillion US dollars per annum. So that accounts for things like land use, the loss of tropical forests and wetlands and coral reefs and all of the rest of it. And this is a very rough exercise, so it's very safe to assume that a huge underestimation has occurred in this quantification effort.
It's a very conservative estimate, and a lot of ecosystem functions are not included, and many have also decreased over that same time period. Let's get ahead again here. Okay. And then the final piece of the ecosystem services kind of framework is that the services and goods that we receive from nature are coordinated across many different scales, from those genes, from the populations, from the species, from the ecosystem level that I introduced in my first slide. And you can see in blue circles some of the different types of values that people have attributed to these ecosystem services. And they really range from, you know, the very minuscule, the very minute, the microbial, the genetic underpinnings of ecosystems, right through to the manifestation of entire landscapes. Now, it's absolutely imperative that you know, to ensure long-term sustainability of ecosystems on which we depend, we need to maximize and we need to preserve the total ecosystem services values that are arising out of nature. And at the end point of that, we can think about things like ecosystem collapse. And at that point, following an ecosystem services type framework, it's sort of fairly straightforward to sort of prove that ecosystem services value is ultimately technically infinite, because without ecosystems, without ecosystem services, we fail or we're prevented from existing. And this is the basis, for example, of the planetary health or the planetary boundaries framework that I heard was introduced in Paolo Venese's talk as the sort of foundational concept around these areas where we're thinking very much about the connections between human health and environmental degradation. Ecosystems are accumulating stress. They've got compromised ecological functions and processes. There are direct and interactive impacts that we have no understanding of. We're diminishing their resilience to cope with shocks and stresses. And ultimately, what we're doing through these impacts is reducing the total ecosystem services value and the natural capital value of nature. And we have seen examples in the past where this has led to probable human extirpation. There's authors that have, you know, written about this extensively, people like Jared Diamond, looking at how the undermining of environmental systems ultimately can lead to societal collapse. And we see similar ecological regime shifts in ecosystems in nature that have been very badly affected. So let's look a little bit more closely at what's driving a lot of this stuff. So this is the human footprint, or some version of the human footprint on the global land surface. And this recent study showed that around about 95% of the world's terrestrial land surface has been impacted in some way, shape or form, and around 50% of the land surface has been what they refer to as substantially modified. So that's a larger or a greater category of pressure on those landscapes. And it won't come as any surprise to everybody in the room that by far and away the largest driver of that land use and land use change is the global food systems, what we do with these systems to produce food for ourselves and the animals that we also grow. So it's a bit of a tricky kind of nexus issue, really, because food is obviously a fundamental right and need for people and humans and our societies. And there actually is a lot of good stuff around agricultural development. You know, for example, countries can improve their nutrition and their food security, both locally and globally through the development of agriculture. It leads often to development of beneficial infrastructure, for example, roads, and that can facilitate local mobility and increase people's agency. It can lead to the development of schools, and that supports education, obviously critical, underpinning of socioeconomic development, and other forms of infrastructure like healthcare and everything that comes along with this type of development. It's clear that it can raise incomes and living standards of rural communities, and I've seen figures from the World Bank that suggest that growth linked to agriculture is around about 2 to 4 times more effective for poverty reduction compared to other sectors. So there's no doubt we need agriculture, absolutely no doubt at all. It's a non-starting game to pretend that we don't need to use land and resources to feed ourselves. But there are some very, very significant
problems and issues with this system, and that, of course, is why we're all here today. So it's important that what we are doing is using the land that we have for agriculture and the processes that feed into food systems to make sure that they're as efficient and effective as possible. And there's some evidence that that's actually improving through time as well. For example, we're producing more and more all the time, and we're doing so with a reduced per capita agricultural land footprint, as you can see from these two plots. Here, the overall area of land required to grow food for ourselves is going down through time, and it has been going down since about the 1950s. So that's a good news story. But of course, nearly 10% of people are still undernourished. Around about 2 billion people, or 25% of the global population, are moderately or severely nutritionally insecure. Around about a fifth of all adult deaths is associated with a poor diet. There's been a 75% reduction in crop diversity since 1900. And that's because of this drive for efficiency gains and food provisioning. The reduction in the food system has been immense. And now I think the stat that I've seen going around is that 12 crops plus 5 animal species provide around 75% of the world's food energy supply. And that's radically different to what it was in 1900. In addition to that, agriculture, of course, is one of the leading drivers of biodiversity loss. You can see here a plot that comes from the IUCN Red List, and it shows that more than 5,000 species are threatened by agriculture. It's the second largest category of threat that's tracked by the IUCN, and that's linked to deforestation and other forms of habitat modification for agriculture. But it also causes, genuine habitat loss, contamination of environments, soil loss, and many other impacts to the environment. Around about 70% of global freshwater use is in agriculture, and there are some health threats that are directly linked to agriculture. For example, exposure to toxins and pathogens, as many of the previous speakers have been pointing out. And from an ecosystem service perspective, we can think of some of this stuff as actually not a loss of ecosystem service, but an increase in the disservice that's provided by nature. And some good examples I saw coming from some of the talks, including Paolo Veronese talking about emerging infections. Infectious diseases can be increased in the presence of agricultural activities, and for sure that is an example of an ecosystem disservice. And this combines together to undermine the ecosystem services value of agroecological systems. In addition to that, we've got this real problem with carbon emissions. Well, not just carbon emissions, but greenhouse gas emissions. Agriculture, forestry and land use contributes around about a fifth, maybe a third of global anthropogenic greenhouse gas emissions. That's, of course, changing the climate. We're already at 1.2 degrees and rising, and we're set to pass the Paris Agreement of limiting global warming to 1.5 degrees, probably within the next decade or so. And again, this undermines the value of these agroecological systems. Oops, I'm just having a power outage here. A lot of this stuff is sort of, what I'm driving at is this sort of hidden cost of food systems. And when you start thinking about ecosystem services and natural capital, this is where some of those losses become more obvious and more tangible, and somehow more readily described. This is a chart that I pulled from a report that suggests that the hidden costs of global food systems actually exceed the total market value of food systems. So you can see in this plot on the left, the total market value of global food systems is put at around $10 trillion per year. But the costs of those food systems are thought to impact human health, as I've talked about, the environment, as I've talked about, and other areas of economics and socioeconomic development. And the total figure exceeds the traded value of food systems, which for me is a pretty remarkable story, because it suggests it sort of really drives home this point that we are overextended in terms of our
use of the planet to produce food. And that finally brings me to food waste. I'm not an expert on food waste, but I can see how this fits into this broader picture of loss and degradation of ecosystem services. Some stats here that I've pulled from various sources suggest that around about 120 kilograms per year on average is wasted per person. It is quite variable across different countries and different regions, as you can see, but actually it's not as variable as you might think. And once you tally up all of these losses, it amounts to somewhere between a quarter and a third of the total production of food, which is just mind-blowing. But it's not just the loss of food that's important here. What it represents is the loss of this total footprint, or a waste of this total footprint of food systems. And I think that's where it really becomes so striking, just how ginormous this issue is. It's around about 900 million tons of food that goes to waste each year. Around about 25% of calories are produced or wasted. Most of that is lost through households and to a lesser extent in food service industry and in retail. And then food loss itself is a direct contributor to CO2 emissions. It's around about 6% is the estimate that I've seen. It could be upwards to nearly 10%, which, to put it in context, is around 3 times the carbon footprint of aviation. In fact, it's similar to the carbon footprint of healthcare. And much of it, like a lot of waste issues in general, is unnecessary. We have overproduction and oversupply that is the heart of the food waste issue. Drilling that into a little bit more detail, we have different food types contributing different amounts to the total loss of food, larger proportions coming from cereals and vegetables. And in addition, different stages of the production to consumption pipeline, where we see a lot of waste at the production end and also a lot of waste at the consumption end. But the key point here is that we can't sort of complain about food waste without trying to understand why we have food waste to begin with. And the reason for that is because, of course, you can't produce exactly the amount of food that we need as societies to sustain ourselves, because there's all sorts of variability that creeps into the system, and we need a buffer for that variability. There's a whole range of different reasons why the intended use of food that's grown doesn't equal the actual amount of food that's grown. You have to oversupply in order to buffer and ride out some of that fluctuation and some of that instability. But that's not to say that it's optimized, that the amount that is of oversupply or overproduction is very, very far away from what we would consider to be optimized. And there's a suggestion in the literature that the way that we balance this oversupply, this redundancy, in order to provide food system resilience, it's connected itself to the food system, the resilience of the food system. And that occurs in both the long term, for example, those examples that I was mentioning around carbon emissions and biodiversity loss, the increase in total ecosystem services value and natural capital. Ultimately, what is underpinning sustainable food systems is the long-term resilience components. And in the shorter term, interventions to reduce loss and waste at every stage of the food chain, from farm to fork, there are opportunities to do that, and that can increase, in some cases, the short-term resilience of this system. So if we're producing too much in order to have a more resilient system, there are ways and interventions that have been suggested, which I'm not really going to get into, to bring that equation back somewhere closer to some optimal standing. And this figure here that I pulled from a publication sort of illustrates that you need a certain amount of redundancy, you need a certain amount of oversupply, but once you get too much, the problem is almost like a negative feedback loop. You have additional greenhouse gas emissions, for example. You've got a complete waste of ecosystem services, so we're throwing away or
in some sense, disrespecting the extent of the impacts that we are giving, that we are having in the food system, and it's reducing the long-term resilience of that very resource that we need to survive. And an alternative model to that is, well, how can we tweak that? How can we tweak the different stages in the system to have a certain amount of redundancy, but not an oversupply? So we have reserves, for example, instead of having food waste. And the idea is that this really needs to lead to increased long-term resilience of the food system. Just to leave you with one final example, which is a link to biodiversity. There's, of course, loads of work on the global footprint of food production and how do we feed ourselves, how do we feed a population of maybe 10 billion people by 2050 within the confines of the planetary boundaries. And if we look at a business as usual scenario for meeting food demand over the next sort of 30 years or so, the business as usual projection is that we will need around about a 26% increase in cropland to meet that demand. And this is a model that's driven by the Eat Lancet model, which I know we've had previous speakers introducing. And the base model is an income-dependent transition towards diets with more calories and more animal-based foods. In that business as usual scenario, of around about 20,000 species that were considered in this particular analysis, those species are set to lose a mean of around about 6% of their remaining habitat. More than 1,000 species are set to lose at least 25% of the remaining habitat, and around 350 species would lose at least 50% of their remaining habitat. So that's under a business as usual scenario. That's what's going to happen more than likely without very severe and very urgent adaptation and mitigation strategies to improve this situation drastically over the next couple of decades. Now, these authors also included a food waste reduction scenario and calculated the benefits to this species in terms of the amount of remaining habitat. So if you halve the food waste in this scenario, that almost halves the number of species that lose at least 25% of their remaining habitat, which is a huge benefit to biodiversity just from a food waste intervention perspective. How you do that, I don't know. There's no silver bullet for reduction of food waste. There are many, many different ways that it needs to happen, but the benefit of doing it is really plain to see in this example. The key thing, though, is you can't do this in isolation, and in fact, it's not optimal to do this in isolation. And if you do a bunch of other things that make a lot of sense as well, particularly because of the global geographic variability and the benefits of these different strategies, you can do a lot better. So we can also adopt healthy diets, for example, under the the Lancet Planetary Health Diet. We can close yield gaps by shifting technology and shifting crops and shifting information to help places that are not growing optimally do better. And we can also optimize trade. So there are ways that we can reduce the amount of wasted time and carbon emissions and whatever it is that is implicated in the global trade of food. We can optimize that, and together we can get an absolutely ginormous benefit in terms of the global land use footprint of producing food. So the stats that came out of this paper was around about that there would be a decline. We would actually need less land than we're currently using to produce food by 2050 if we combined all of these different strategies together. And that's a difference of about 7 million square kilometres relative to that business as usual scenario that I mentioned before. And the comparative example for loss of species habitat is only a 1% average loss of habitat for species under this combined scenario. So it is possible, according to at least some models, this being one of them, to be able to feed the world healthily by 2050 without increasing the total land footprint and without major habitat losses, without major biodiversity impacts. So my conclusions on that note is that ecosystem services and natural capital
it's a useful model to think about the different values that we derive from nature, and that these values underpin human health and well-being fundamentally, far more fundamentally, I think, than many people really recognise. The current food system itself undermines the objectives and value of you know, the very fabric of the food system is being undermined, mostly via the negative externalities that degrade the ecosystem services and natural capital value that I was talking about. And some examples of that would be the loss of pollination services. I think somebody else previously mentioned that in a talk, the introduction of pollution, which can impact ecosystems and things like that. These activities that are associated with trying to maximize the benefits of the food system are actually the same things that are undermining it. And food system transformation must therefore aim to preserve and maximize the total ecosystem services values of global agro-ecosystems. Food waste itself, it may seem like a minor part of this puzzle, but it's not. It's a huge component. It's a major source of suboptimal ecosystem services use and total ecosystem services loss, or the waste of that total ecosystem services value. As I said before, there's no silver bullet for food waste. It's going to be a many point of intervention that tries to reduce waste in the food system. But this can nevertheless increase both the short and long-term resiliency of food systems. And as that modelling study showed, it is possible under such a transformation that we can provide healthy diets for the global population in 2050 without this major habitat loss, which is the source of this ecosystem services loss. And I'll leave it there. Thanks very much. Merci à toutes et à tous, bonjour. Donc merci à la SFSE de m'avoir convié. Je tiens à m'excuser par avance, la présentation n'a pas été faite spécifiquement pour aujourd'hui, elle était plutôt à destination d'internes et de médecins généralistes, et j'ai pu adapter 2-3 petites choses, mais j'ai manqué un peu de temps. Donc, je vais vous parler d'alimentation en santé planétaire et d'outils pratiques qu'on a élaborés au sein du groupe de travail santé planétaire du Collège de la médecine générale, dont je fais partie. Ici, c'est ma déclaration publique d'intérêt que je fais avant chaque présentation en tant que médecin. Et donc, mon principal lien d'intérêt financier est que je suis indemnisé par le Collège de la médecine générale, pas pour cette intervention aujourd'hui, mais dans le cadre des travaux qu'on fait sur la santé planétaire. Je voulais vous faire un menu gastronomique pour un thème aussi inspirant, mais en 10 minutes, ça va être plutôt un peu fast-food. J'espère que j'aurai quand même un Nutri-Score acceptable. Donc, on va parler un petit peu de santé planétaire en éveil des papilles. Ensuite, je vous présenterai un trio de bonnes raisons de parler alimentation en consultation. Si vous n'êtes pas professionnel de santé, je suis désolé par avance, mais ça peut être quand même intéressant. Ensuite, on en a parlé largement aujourd'hui, j'évoquerai les co-bénéfices avec les aspects vraiment pratiques. Et puis à la fin, on verra si on a le temps pour quelques surprises. Donc la santé planétaire, ça a été déjà un petit peu défini, c'est une thématique qui s'intéresse au lien entre les activités humaines qui modifient l'environnement et puis leurs conséquences sur la santé du vivant et des écosystèmes, et en particulier de la biodiversité. Donc avec un objectif de développer des solutions pour un monde équitable, durable et sain. Très rapidement, sur le groupe de travail, c'était vraiment l'idée initiale quand il a été créé il y a quelques années, en 2020. C'était d'avoir une boîte à outils où chacun pouvait apporter un petit peu sa pierre à l'édifice sur ce sujet qui est à la fois pas nouveau et en même temps qui commence à peine à être pris en compte, en tout cas en médecine. On avait sorti un premier document sur une fiche avec le groupe de travail sur la santé planétaire en médecine générale et pour appeler un peu à l'action tous les médecins généralistes et plus largement encore les professionnels de santé. Donc elle est téléchargeable sur le site, je voulais vous en amener mais j'ai complètement oublié. Elle est sur le site du Collège de la médecine générale et je vous ai mis l'adresse un petit peu plus loin. Alors pourquoi
pourquoi parler alimentation? Une première bonne raison, c'est la morbimortalité. Si on regarde ce qui est en lien avec l'alimentation, on a un impact qui est plus de 2 fois supérieur à l'impact des drogues, des relations sexuelles non protégées, de l'alcool et du tabac réunis. Si on regarde les maladies en lien avec la pression artérielle, l'obésité, les alimentations trop riches en sel, trop pauvres en céréales complètes, etc. Au niveau une deuxième bonne raison en fait d'en parler, c'est l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Ça a déjà été largement abordé, mais on considère qu'entre un quart et un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont en lien avec notre alimentation. Et donc on en vient rapidement à parler d'alimentation durable que la FAO a définie en 2019. Alors une définition assez longue, mais globalement c'est une alimentation qui soit nutritionnellement bonne aujourd'hui et qui permette aussi de préserver les écosystèmes pour les générations futures. Alors actuellement, là aussi, ça a été abordé un peu ce matin déjà, sur les déséquilibres nutritionnels qu'on va rencontrer dans l'alimentation. Donc sur le schéma, vous voyez les références. Voilà, le trait vertical, là, c'est ce qu'il faudrait consommer dans une alimentation parfaitement équilibrée. Donc on observe que suivant les régions du monde, c'est variable, mais au global, il y a globalement une consommation de viande, d'œufs et de volaille et de produits laitiers trop importante, ainsi que de pommes de terre, donc ce qui est starchy vegetable. Et puis une consommation pas assez importante de légumes, de fruits, de légumineuses, de céréales complètes et de noix. Alors le poisson, là aussi ça a été évoqué, c'est un petit peu un point qui est à réfléchir parce qu'en fait, c'est à la fois nutritionnellement bon et pour autant, même si on en consomme entre guillemets pas assez sur le global, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue environnemental, on est déjà avec une surpêche sur un certain nombre de stocks de poissons qui pose donc une question, est-ce qu'il faut vraiment augmenter la consommation encore de poissons ou pas? On en a parlé aussi, les l'éco-bénéfices. Et nous, ça va être quelque chose qui va être très intéressant en clinique, de pouvoir parler aux patients de leurs choix donc, quotidiens et des changements qu'ils peuvent faire dans leur propre vie, qui vont à la fois conduire à une amélioration pour leur propre santé, mais également pour celle de l'environnement. Dans le cadre du groupe de travail, toujours, on a aussi fait une affiche donc, qui était à destination des praticiens pour afficher dans leur cabinet, mais qui peut finalement être affichée partout sur les leviers importants au niveau de l'alimentation sur lesquels on peut agir pour améliorer la santé planétaire. Et puis plus récemment, on a fait aussi une petite fiche d'information que j'ai aussi oublié d'amener. Mais qui est téléchargeable sur le site, donc sur les différents, les grands 5 principaux conseils pour une alimentation plus durable. Donc ici sur la part végétale, on a sélectionné aussi de boire l'eau du robinet. On l'a vu ce matin avec les microplastiques, notamment. D'acheter varié, local et de saison, d'augmenter le fait maison et puis un point sur le bio avec à chaque fois en pointant les avantages, donc l'éco-bénéfice pour la santé, pour le porte-monnaie et pour la planète. Et je vais développer un petit peu plus ce levier qui est un des plus puissants au niveau alimentaire. Donc ça, c'est l'assiette qui a été développée par le Eat Lancet, dont on a également parlé ce matin, avec une alimentation qui est donc majoritairement flexitarienne, puisque 90% de la ration calorique est constituée d'origine végétale, donc avec des fruits et légumes,
un petit peu de légumes féculents, ça on en consomme plutôt trop, donc il ne faut pas en rajouter forcément. Des céréales qui soient complètes, les légumineuses, les oléagineux, et puis une consommation plus limitée de produits animaux, que ce soit les viandes, le poisson et les produits laitiers. Si on regarde plus dans le détail en termes chiffrés, ça représente un maximum de 4 repas à base de protéines animales par semaine, dont 1 avec des œufs et 3 potentiellement avec de la viande, et un minimum de 17 repas végétariens par semaine, dont 7 qui seraient complètement végétaliens, donc sans aucun produit d'origine animale. Les produits laitiers, c'est des portions standards, donc c'est un yaourt ou 30 grammes de fromage maximum par jour. Et là aussi, si on regarde un peu plus précisément sur les protéines, sur les sources de protéines, ça correspond là sur une semaine à donc les 3 repas avec de la viande et la taille des portions, et puis des légumineuses au moins 1 fois par jour, et des oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, en 2 petites portions par jour. Donc ça, c'est une infographie qui est basée sur les données de la FAO et qui montre, qui pointe en fait le manque de performance du système agricole actuel, avec quasiment 80% des terres agricoles qui sont utilisées pour l'élevage, donc la viande et les produits laitiers, pour seulement 18% des apports caloriques mondiaux, et un petit peu plus sur les protéines, puisque c'est quand même des aliments qui sont riches en protéines, mais malgré tout, ça compense pas toutes les terres agricoles qui sont occupées pour cela. Sur l'eau douce aussi, très rapidement, 1% de l'eau douce là, qui reste ici, majoritairement, elle est aussi utilisée pour l'alimentation et plus particulièrement pour l'élevage. Si on regarde sur les gaz à effet de serre, ça c'est une infographie qui montre en fait en kilos d'équivalent CO2 par kilo de produit, et avec les différentes émissions tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et on parle souvent du local qui est important, effectivement, mais si on regarde par exemple pour le bœuf, le transport, c'est vraiment minime dans l'impact global. Alors pour les fruits et légumes qui sont plus bas, avec un impact qui est globalement moins important, l'impact du transport prend un petit peu plus de sens, mais majoritairement, il reste quand même assez minime. Et c'est ce qui a été aussi montré ce matin sur Nutrinet. Et c'est d'autant plus important à évoquer que les patients, notamment les gens en général, n'ont pas forcément conscience. Ça, c'était une étude aux États-Unis sur la perception des gaz à effet de serre versus les émissions réelles. Et on voit que tout le début, c'est à peu près corrélé, mais tout ce qui est produit d'origine animale, la perception est beaucoup moins importante que les émissions réelles. Donc il y a vraiment un enjeu de sensibilisation important à ce niveau-là. Ça, c'est un travail de Carbone 4, donc un think tank qui s'est intéressé aux réductions de CO2 qui pouvaient être occasionnées par les gestes individuels. Et là aussi, l'alimentation ressort en premier lieu, bien devant les LED dans les logements. Je vous avais parlé de 3 bonnes raisons, et pour celles et ceux qui ont le mieux suivi, j'en ai évoqué que 2. Donc la troisième, elle est là, c'est l'aspect économique. Ça, c'était une étude qui s'était intéressée au niveau mondial à modéliser en fait les alimentations les plus abordables en termes financiers, à la fois au niveau global, donc sur la gauche, et puis plus centré sur les pays à haut niveau de revenus, dont on fait partie encore en France. Le régime qui est le plus abordable, c'est un régime végétalien avec une économie globale de plus de 10%, et dans les pays riches, qui est encore plus importante. Si on intègre en plus les coûts externes, donc notamment tout ce qui est lié aux maladies de civilisation, c'est encore plus flagrant en termes
d'économie sur le portefeuille. Évidemment, c'est si c'est associé à la consommation de produits bruts, parce que notamment des légumineuses, par exemple, qui vont être assez abordables versus des produits transformés qui seront plus chers au kilo et qui ont beaucoup moins de nutriments en plus. Ici, cette étude, elle s'est penchée sur l'impact des différents changements alimentaires sur l'espérance de vie en fonction de l'âge auquel on effectue le changement alimentaire. Et les différents, par exemple, tout en haut, on va retrouver augmenter la proportion de légumes, en anglais c'est légumineuses en français. Le gain potentiel d'espérance de vie, donc c'est une étude de modélisation là aussi, qui a un certain nombre de biais à prendre en compte, mais globalement on observe que donc oui, ils ont dans l'étude, je le détaille juste après, ils ont qualifié une alimentation qui serait optimale et puis une alimentation qui est plus réaliste par rapport d'où on part actuellement dans nos pays. Donc avec un certain nombre de diminutions de maladies chroniques et une augmentation de l'espérance de vie qui peut aller jusqu'à 13 ans. Alors si vous voulez vous amuser, il y a un petit simulateur dont je vous ai mis le lien ici, puis je crois que je l'ai remis sur la diapo d'après, qui vous permet de simuler les changements. Donc il part d'un régime classique qui est là sur la gauche, avec une répartition en grammes par jour des différentes portions qu'on retrouve ici. Et puis, eux, ils ont défini donc le régime faisable et optimal, avec une large augmentation des produits végétaux, encore une fois. Et puis, les menus végétariens, végétaliens, et ici, végétaliens à partir de 60 ans, ça, c'est moi qui me suis amusé sur l'outil pour voir ce qui en ressortait. Globalement, à chaque fois, on retrouve un peu les mêmes choses avec une augmentation sur une alimentation équilibrée, une augmentation potentielle de l'espérance de vie avec un apport en kilocalories équivalent. Donc le modèle du Eat Lancet, comme je le disais tout à l'heure, il met en avant une alimentation plutôt flexitarienne, tout en indiquant comme possible et viable une alimentation végétarienne ou végétalienne, sous réserve évidemment d'être équilibrée avec certaines adaptations. Ça, c'est un rapport de l'OMS de 2021 qui évoque le sujet là aussi, en indiquant qu'il y a de nombreux éléments qui plaident en faveur d'une réorientation des populations vers des alimentations saines, majoritairement végétales, donc ce qu'on va appeler plant-based diet, qui inclut également les alimentations flexitariennes, avec une réduction donc, ou une élimination de la consommation de produits animaux. Pour faire juste un point définition, si c'était pas clair pour tout le monde, le lacto-ovo-végétarisme, qu'on appelle plus souvent végétarisme par simplicité, exclut toutes les chairs animales, y compris le poisson. Et le végétalisme exclut tous les produits d'origine animale, donc en ajoutant les œufs et les produits laitiers. On va retrouver le pesco-végétarisme qui inclut du poisson, mais qui est plutôt un semi-végétarisme puisqu'il y a une consommation de chair animale. Le flexitarisme n'a pas vraiment de définition très, très claire. C'est globalement une réduction, mais on ne dit pas d'où on part et on ne dit pas où on arrive. Donc c'est assez flou comme définition. Et un point important sur le fait que l'homme est omnivore. Effectivement, ça veut dire qu'en fait on est capable de manger de tout, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement le faire. Et c'est d'ailleurs pratique au quotidien de pouvoir manger de tout en fonction des situations dans lesquelles on se retrouve confronté. Là aussi, c'est plutôt un outil qui est à destination des professionnels de santé, donc a été développé par 2 médecins dans le cadre d'une thèse sur en fait comment accompagner des patients qui seraient végétariens ou végétaliens ou même des patients qui choisiraient simplement de réduire leur consommation de produits d'origine animale. Et puis petit à petit, la demande étant croissante, on a, je dis on parce que le site est porté par
l'ONAV, qui est l'Observatoire national des alimentations végétales, dont je fais partie dans mes liens d'intérêt. Je l'avais mis au début, mais je ne l'avais pas dit à l'oral. Et donc, on a développé une partie patient pour aussi permettre aux gens qui chercheraient simplement des conseils de pouvoir en trouver de façon fiable. J'avais fait une petite ordonnance ensuite, puisqu'en médecine, on aime bien faire des ordonnances à nos patients, qui suivent généralement pas, mais on les fait quand même. Et donc là, c'était une ordonnance de santé planétaire, où les médicaments avaient été remplacés par des conseils alimentaires et des conseils de mode de vie de façon générale. Des choses qu'on peut écrire facilement sur l'ordonnance pour les remettre à nos patients et qui s'en souviennent une fois sortis du cabinet de consultation. Si on reprend un petit peu de façon globale, pourquoi l'alimentation? Parce que ça concerne tout le monde, sauf si on est en grève de la faim, a priori on mange tous les jours, si on n'a pas les moyens, mais il y a des impacts sur la santé au niveau cancer, au niveau diabète, toutes les maladies non transmissibles. Il y a des impacts aussi au niveau environnement, on en a parlé, et la végétalisation sur les différents aspects, donc l'aspect d'amélioration de la santé avec une augmentation des fibres, des vitamines, des minéraux, une diminution des acides gras saturés et du sel, un moindre impact environnemental, une meilleure justice sociale par un coût réduit et une accessibilité potentiellement plus grande, et puis une résilience avec une meilleure autonomie alimentaire, puisqu'on pourrait relocaliser des cultures aussi pour produire plus localement. Voilà, merci pour votre attention. On va prendre juste quelques messages clés que je vous ai remis ici. Donc, l'alimentation est un outil puissant de santé planétaire qui est accessible à tout le monde, puisque là aussi, on mange tous assez régulièrement. Le rôle clé des médecins, bon, même si vous n'êtes pas forcément concerné, en tout cas, il y a un rôle même plus largement des professionnels de santé et de tout citoyen. Et puis l'aspect sur la végétalisation. Voilà, j'ai fait volontairement assez court. Si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles je suis passé trop vite, on peut y revenir dans les questions. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent qu'il y aura forcément des carences dans un régime végétalien? Je leur réponds qu'il n'y aura pas forcément des carences, mais que, en fait, comme tout type d'alimentation, elle peut être déséquilibrée et mener à des carences, et que plus une alimentation est restrictive, donc plus on supprime des catégories d'aliments, plus le risque de carence potentielle augmente. Mais que si on... Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé parce que ce n'était pas spécifiquement le thème, mais pour les végétaliens, il y a la B12 qui est importante à prendre en supplémentation, puisqu'on ne va pas en retrouver dans les produits végétaux, en tout cas pas en quantité suffisamment fiable et importante. On la retrouve actuellement, les sources de B12, ça va être la viande et dans une moindre mesure, la viande, le poisson, et dans une moindre mesure les produits laitiers et les œufs. Donc globalement, dès lors qu'on réduit ce type de produit, on peut arriver à une carence. Et à ce moment-là, une supplémentation peut être utile, au même titre qu'on va supplémenter les bébés, les femmes enceintes et un certain nombre de personnes en vitamine D. Ça peut être le cas pour la vitamine B12. Et après, pour les autres nutriments, globalement, si l'alimentation est équilibrée, il n'y a pas tellement de risques. Merci beaucoup pour votre présentation. En tant que médecin, est-ce que, du coup, vous mettez moins là, mais je pense qu'à dessein, mais un peu moins en évidence l'intérêt du régime que vous préconisez sur le bien-être, la physionomie générale de la personne, ou juste le fonctionnement du corps, le dynamisme, la forme. Est-ce que c'est des choses que vous avez aussi en
élément de démonstration. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ordonnances vertes, y compris de prescription, de paniers bio, etc. Il y a certains médecins qui ont mis en évidence justement les bienfaits pour voilà, le bien-être en général. Est-ce que vous pouvez nous en donner deux, trois éléments ? Oui, tout à fait. L'ordonnance verte, c'était aussi un petit peu ce que j'ai montré. Et effectivement, ça peut aussi passer par des paniers bio ou par de la prescription de nature. Là, c'était le sujet de l'alimentation, mais la prescription de nature, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant et qui est de plus en plus recherché et étudié, notamment en médecine générale. Et après, sur le bien-être, globalement, oui, c'est quelque chose qu'on peut dire aux patients dans l'éco-bénéfice que, bon, pour l'instant, le régime le plus étudié, avec le plus haut niveau de preuve, ça reste le régime méditerranéen, et qui est plutôt dans les régimes à faible impact environnemental et avec une amélioration aussi de la qualité de vie. Donc c'est quelque chose à mettre en avant. Parce que globalement, les gens, quand ils viennent en consultation, ils viennent pas pour sauver la planète, ils viennent plus pour leur propre santé. Donc c'est pour ça que l'éco-bénéfice, on l'aborde sur l'aspect santé qu'ils peuvent avoir eux, éventuellement l'aspect portefeuille. Et déjà ça, on a un peu à se battre. Donc après, il y a le co-bénéfice pour la planète, mais c'est pas forcément la première chose. Donc merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à l'accessibilité, parce qu'on voit que les régimes végétariens et végétaliens restent très majoritairement adoptés par des groupes sociaux avec un capital culturel et économique élevé. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez une réflexion concernant la démocratisation de ce type de régime. Effectivement, c'est ce qu'on observe dans les sociétés. Les personnes les plus pauvres vont plutôt chercher à augmenter la quantité de produits animaux. Ils n'en ont pas forcément les moyens, mais ils voudraient pouvoir en consommer plus. Et puis, avec un haut niveau de revenus, se pose la question de diminuer. Il y a beaucoup une notion culturelle qui est associée à que la consommation de légumineuses, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de se payer de la viande. Et du coup, il y a vraiment un travail pour déconstruire cette chose-là, comme sur les transports, que si on n'a pas de voiture, c'est qu'on n'a pas les moyens d'en avoir une. En fait, vraiment, pour pouvoir réaffirmer des choix qui soient... que c'est pas, enfin, qu'on peut choisir, en fait, même en ayant les moyens ou pas de moyens de changer de type d'alimentation. Et après, il y a beaucoup d'éducation à faire sur l'aspect nutritionnel, parce que souvent c'est une inquiétude. L'image véhiculée de la viande qui va amener du fer. Si on ne mange pas de viande, on va manquer de fer, ou que les produits laitiers sont la seule source de calcium parce que c'est nos amis pour la vie. Des choses comme ça qui sont véhiculées en fait notamment par la publicité, sur lesquelles contre lesquelles on doit lutter. Merci.